Donc, je vous propose que nous commencions cette seconde conférence. Je remercie Emmanuel Bonnet, qui est donc enseignant à l'ESC Clermont et qui travaille notamment avec Diego Landivar et Alexandre Monin autour des questions de redirection écologique. Je crois qu'on peut l'appeler ainsi, mais tu vas certainement préciser. Voilà, j'en dirai pas tellement plus, parce qu'on a donc pris notre quart d'heure toulonnais. Il est donc temps de le rattraper. Et Emmanuel, je te cède donc la parole avec grand plaisir et grande curiosité. Merci beaucoup Aurélien, merci pour l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être là et du coup, je ne vais pas vous expliquer là dans cette slide. Alors, si une première chose, quand je fais une présentation dans une école de design, je m'excuse par avance pour toutes les slides que je vais vous montrer, d'accord? Parce qu'au plan esthétique, je crois que c'est la meilleure slide là, donc profitez-en. Et après, ça va être beaucoup plus compliqué. Mais voilà, je vais essayer de vous faire passer quelques messages. Je pense que c'est ça un peu l'idée. Le titre de cette présentation, c'est les territoires sentinelles de l'Anthropocène, faire et défaire le ou les mondes. Donc je ne vais pas expliquer tout ça. Je voudrais juste savoir un peu parmi vous qui a déjà entendu parler d'Anthropocène. Ouais. Donc vous êtes plutôt une minorité. Donc je vais peut-être commencer par une petite introduction, mais ça sera une introduction très light. Hein. Je ne vais pas aller trop loin là-dedans parce que je voudrais vous parler de territoire. Je voudrais aussi peut-être préciser, alors je travaille en effet avec Alexandre Monin et Diego Landivar autour d'un programme qu'on appelle la redirection écologique. Alors vous savez, il y a plein de mouvements en écologie, etc. Donc nous, on essaye de développer une trajectoire qui est un petit peu différente, alors qui est même opposée, on va dire, au développement durable, et qui est sensiblement différente de ce qu'on appelle la transition écologique. La redirection écologique vise à faire, pour le dire rapidement, atterrir, au sens de Bruno Latour, des organisations, des infrastructures, des outils de gestion, et pourquoi pas le design, dans ce qu'on appelle les limites planétaires. Alors pourquoi le design? Parce qu'on a développé aussi un programme en partenariat avec une école de design, mais j'en dirai quelques mots à la fin. Donc voilà ce que c'est que la redirection écologique. Et un premier point qui est très important, c'est de dire en fait, que nous, on ne veut pas en fait, donner une sorte de vision solutionniste. Nous, on n'a pas la solution miracle en fait, face à ce qu'on appelle les limites planétaires, face à toutes les mutations écologiques et sociales que vous connaissez. Nous, on a une approche, on pourrait dire, assez située dans les territoires. Donc voilà un peu ce qui nous préoccupe. Donc c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Alors pour parler un tout petit peu d'Anthropocène, c'est pas quelque chose qui vient des sciences sociales, c'est quelque chose qui vient de la géologie. Ce sont des géologues qui se sont dit, tiens, il y a un truc assez curieux, la trajectoire, on va dire, climatique, la trajectoire du système Terre est largement, on va dire, influencée ou impactée par l'activité humaine. Hein, d'où le côté anthropos, hein, l'activité humaine, l'existence humaine. Il y a une ère géologique qui est marquée par cet anthropos, voilà, par l'humain. Et donc, il faut remonter un petit peu. Donc là, c'est l'un des chercheurs qui est un petit peu à l'origine de ces réflexions. Donc c'est Paul Crutzen, et qui disait, en fait, ça remonte en gros au XVIIIe siècle. Et il associe cette date, et là, c'est peut-être quelque chose qui a un lien avec le design, avec l'invention de la machine à vapeur par James Watt. Donc du coup, tout de suite, on trouve un lien. Alors, ça a été largement discuté. Il y a des gens qui ont dit « ouais, c'est exagéré, c'est pas du tout ça ». Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais par contre, c'est intéressant. Parce qu'on se dit « tiens, il y a un truc qui n'a rien à voir avec la géologie, on est d'accord, c'est une machine à vapeur ». Donc, ça suppose en fait d'aller questionner aussi peut-être l'organisation industrielle, ce qu'on appelle la révolution industrielle. Et finalement, on voit apparaître dans l'histoire, on va dire, du système Terre, l'histoire des humains sous cet angle-là, que sont les organisations industrielles. Donc c'est un petit peu nouveau. Ça a l'air comme ça assez simple à dire, mais au niveau scientifique, en fait, c'est une révolution. Mais c'est pas de ça, en fait, donc je vais vraiment vous parler. Parce que moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est d'aborder l'Anthropocène. Je ne suis pas géologue, en fait, donc je ne vais pas vous parler savamment, en fait, d'Anthropocène. Je suis plutôt, on va dire, j'étudie des organisations. Je suis obligé de me présenter un peu mieux, mais j'étudie des organisations, je fais de l'ethnographie, j'observe des pratiques, etc. Et pas mal d'anthropologues aujourd'hui parlent de mutation cosmologique, c'est-à-dire que on est dans des mondes en fait qui sont en train d'évoluer, de changer. Il y a des ruptures en fait qui s'opèrent entre mondes. Et en fait,
il y a pas mal de gens qui se mettent d'accord pour dire que, en gros, ce qu'on appelle l'Anthropocène pourrait être considéré comme un ensemble de mutations cosmologiques. La manière dont on appréhende le monde, les entités qu'il compose, les peuples qui font partie de ce monde, est en train de changer. Et la question est de savoir vers quel monde en fait on tend. Et c'est la question qu'on va essayer d'aborder dans cette présentation. Alors, quelques exemples, on va dire, qui viennent à la fois de la science et des sciences sociales. Donc, notamment, je ne sais pas si vous avez entendu parler des limites planétaires. Donc, il y a 9 limites planétaires. La plus connue, celle qu'on connaît tous, c'est le changement climatique. Sur les 9, on en a dépassé 5. Le point à retenir, en fait, c'est que si on dépasse les limites planétaires, la Terre devient inhabitable. Pas que pour nous, les humains, mais également pour l'ensemble du vivant, donc les non-humains, etc. C'est un enjeu un peu nouveau. Moi, j'étudie des organisations, j'enseigne dans une école de gestion. Et il y a des organisations, aujourd'hui industrielles, des grands groupes industriels, je ne vais pas citer forcément leur nom, mais un est assez connu à Clermont-Ferrand, enfin, dans le secteur du pneumatique. Ils n'avaient pas l'habitude, en fait, d'aborder ces questions-là. Dans les grandes réflexions stratégiques, on parlait de développement durable, on parlait de plein de choses, mais on ne parlait pas de limites planétaires, on ne parle pas de l'inhabitabilité de la Terre. Ça, c'était quelque chose qui était plutôt réservé, je sais pas, à des gens qui travaillent au CNRS ou ailleurs, enfin, ou à des gens qui sont en sciences sociales. Ce n'est pas un truc de business, ce n'est pas un truc qui est lié aux organisations ou à la stratégie. Donc c'est ça qui est nouveau. C'est cette irruption, on pourrait dire, de l'Anthropocène, là où on ne s'y attendait pas, et je vais essayer de présenter un petit peu ça. Deuxième point, c'est ce qu'on appelle la technosphère. C'est une autre mutation cosmologique qui est hyper importante. Vous savez qu'en écologie, il y a un mot qu'on répète tout le temps, c'est le mot vivant. Le vivant, ce qu'on appelle la biosphère, on est tous des vivants, on est pour le vivant, il faut sauvegarder le vivant, et bien sûr, j'ai aucun problème avec ça. Mais il y a quelqu'un qui a dit, mais est-ce qu'on est vraiment uniquement aujourd'hui dans la biosphère, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas de souci, là, tout ce qui existe autour de nous, c'est simplement la biosphère, ou est-ce que ce n'est pas autre chose? Et c'est cette autre chose, en fait, qu'on appelle la technosphère. Alors, la technosphère, ça a l'air un peu bizarre. Qu'est-ce que c'est? C'est tout ce que vous voyez autour de vous. C'est tout ce qui est associé, en gros, aux humains, à leur mode d'existence, les artefacts, l'école Camondo, Toulon, enfin bref, je ne vais pas commencer à faire la liste. Vous voyez, vos vêtements, tout ça, ça fait partie de la technosphère. Ce qu'on mange, les animaux domestiques, tout ça fait partie de la technosphère. Et Zalasiewicz, donc, qui est un des chercheurs, un géologue encore, qui a travaillé beaucoup sur cette notion de technosphère, a dit il y a un gros problème avec la technosphère, c'est qu'elle est nulle en recyclage. Elle n'arrive pas à se recycler, la technosphère. Donc ça pose un ensemble d'enjeux en fait, et de mutations cosmologiques. C'est une deuxième mutation importante. Troisième, à mon avis, mutation qui est importante, cette fois-ci, elle ne vient pas de la géologie, ni des sciences du système Terre, mais plutôt des sciences sociales, c'est-à-dire des anthropologues. Ils disent, mais voilà, mais en fait, c'est quoi cette mutation cosmologique? Le premier truc que disent certains anthropologues, c'est que déjà, le monde dans lequel on est, ce n'est pas un monde unique. Il y a un monde multiple. Les anthropologues étudient ce qu'on appelle des manières de faire monde. Et en fait, ce n'est pas un seul monde en fait, dans lequel on est, c'est plusieurs mondes. Il y a plusieurs mondes, c'est un monde qu'on qualifie de multiple. Donc, pas de monde unique, entendu. Et ça, il y a les travaux d'Anat Singh qui sont très très intéressants. Il y a différentes manières aussi d'habiter, de vivre aussi dans les troubles qui sont associés à ces mutations cosmologiques. Ça, c'est plus un peu les travaux de Donna Haraway. Et du coup, il y a une question qui se pose par rapport à ce monde unique. C'est quoi? Il n'y a vraiment pas de monde unique, il n'y a pas une entité hyper importante là, dont il s'agit de tenir compte et qui, j'ai envie de dire, fabrique le monde, en fait. Et cette entité-là, moi, c'est ce que je propose d'appeler le monde organisé. Il y a quelque chose qui est hyper important. On pourrait se dire, ah ouais, mais ça, c'est un truc, les organisations, c'est un truc pour la gestion, pour le management. Et en fait, moi, je vais essayer de vous développer une idée comme quoi cette cosmologie-là, celle du monde organisé, c'est en fait la cosmologie du capitalisme. Alors, les mots, en fait, vont être un petit peu compliqués au départ, et après, on va aller sur des terrains beaucoup plus illustratifs. Alors, qu'est-ce que c'est que cette cosmologie-là, ce monde dont on dépend? Déjà, on dépend tous d'une organisation. Enlever l'entité organisation, une organisation, ça peut être une école, ça peut être une entreprise, ça peut être une institution, ça peut être beaucoup de choses. Donc l'entité organisation, en fait, elle est centrale et elle se présente souvent comme étant le principal nexus en fait, de tout ce qui articule le monde.
Et là, c'est une citation, je ne vais pas la lire, mais en gros, dans un grand colloque en fait, de management, et le présentateur en fait, explique, prend 2 citations et il dit en fait, c'est génial, en fait, on est des théoriciens des organisations, on arrive au bon moment, parce qu'en fait, les organisations ont tout absorbé. La société, les enjeux climatiques, les enjeux sociétaux. Vous enlevez l'organisation, en fait, l'organisation, c'est l'entité en fait, qui peut résoudre tous les problèmes économiques, sociétaux, écologiques, etc. L'organisation absorbe en fait tous les enjeux qui sont liés finalement à l'existence humaine. C'est ça le monde organisé. Et ça, si ce n'est pas un monde unique, je ne vois pas ce que c'est. C'est un monde unique. Quand on me dit que l'organisation, c'est l'entité la plus centrale du monde dans lequel nous vivons, je me dis là, on a un problème. Donc moi, ce que je pense, c'est que ce monde organisé, donc les organisations ont tout absorbé, hein, mais tous les êtres, en rendant finalement le monde inconsistant. Je vais vous donner 2 exemples qui sont volontairement caricaturaux. Le premier, c'est l'exemple d'une start-up qui a fait pas mal parler d'elle, qui s'appelle Birds for Change. Et que, donc en fait, j'ai repitché un peu, alors c'est moi qui ai fait une, comment dire, pas hacké, mais un petit peu fait dévier, on va dire, le message de cette start-up. Moi, j'ai appelé ça « Former les oiseaux sauvages à la transition écologique ». Alors, que fait cette start-up? Elle veut déjà, son objectif, c'est de marquer les consciences. Et on a un problème avec la gestion des mégots, hein, en ville, partout, etc. Nous le savons, il y a un impact très, très fort écologique de cette non-gestion, on va dire, des mégots. Et donc, pour cela, cette start-up va innover dans le secteur de la sensibilisation au recyclage des mégots. Et on a besoin d'une entité, un non-humain, qui est un corbeau. Le corbeau, il va venir nous aider à activer un peu cette sensibilité dans un but très collaboratif. Donc les corvidés arrivent à la rescousse pour changer notre imaginaire collectif, et cela se fait en collaboration avec une éthologue de l'INRAE à Strasbourg. Donc le gros problème pour eux, c'était de former un peu des animaux. Alors j'ai découvert un mot que j'aime beaucoup, néophobique. Donc il se trouve que les corbeaux ont peur de la nouveauté. Ils n'aiment pas ce qui est nouveau. Donc un mégot, ça peut être un petit peu nouveau. Former ou habituer, je veux dire au sens très comportementaliste, un corbeau à gérer des mégots, bah, c'est nouveau. Le corbeau, il n'aime pas ça. Mais ils ont une solution absolument disruptive, qui est la croquette. On va donner une croquette au corbeau, et le corbeau, il va travailler de manière collaborative pour montrer l'exemple, presque, aux humains dans sa gestion. Alors, ils ont un dispositif, je ne reviens pas là-dessus, etc. Donc, voilà. Ils donnent cette récompense, et le but est de mettre en compétition les humains et les non-humains dans la gestion des déchets. Premier exemple, on dit, mais c'est hyper caricatural, on sent que tout ne va pas reposer sur ce type d'exemple dans le futur, mais il y a quelque chose qui est très proche de ce que j'appelais monde organisé, où l'organisation prend en charge, y compris les non-humains, etc. Deuxième exemple, j'ai mis les liens vidéo, cette fois-ci, ce n'est pas une start-up, c'est une grande entreprise de systèmes d'information. Pendant 1 minute, en gros, il y a un acteur, Clive Owens, qui arrive, qui se présente d'ailleurs en tant qu'acteur. Donc on se dit, tiens, ça va être marrant, peut-être que c'est un petit peu du second degré ou quoi. Et là, en 30 secondes, on voit tous les problèmes auxquels on est confronté. Hein, c'est-à-dire les limites planétaires, le réchauffement climatique, les inégalités hommes-femmes, tout, la violence, la pauvreté, tout. Hein, les ours polaires, les rhinocéros qui sont en voie d'extinction, merci. Et donc, du coup, tout cela, en fait, apparaît très, très rapidement. Mais SAP, donc cette entreprise de système d'information, nous donne en fait un message d'espoir. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est très important ce message rassurant. Il y a une entité dans le monde qui sait résoudre plus que les autres des problèmes. Et cette entité, c'est une entreprise. Les entreprises, selon ce message, vont prendre en charge tous les problèmes qui sont liés aux limites planétaires, à l'inhabitabilité de la Terre, etc. Et c'est cette image globale qui est absolument, que moi je qualifie d'acosmique. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est loin, très très loin d'atterrir en fait dans les situations que nous vivons au quotidien. C'est une image qui est extrêmement globale, et c'est aussi une image qu'on pourrait qualifier de cliché. Et un cliché, ce n'est pas qu'un stéréotype. Un cliché, c'est une image qui est extrêmement mobilisatrice, qui vous donne une image absolument globalisante d'une réalité. Donc vous ne savez plus où vous placer dans cette histoire.
Donc c'est très important. Moi, j'étudie beaucoup dans mon école avec les étudiants tous ces régimes sémiotiques, toutes ces images produites par les organisations en vue de construire cette image globale. Et c'est évidemment cette image-là qu'il s'agit de déconstruire en quelque sorte pour essayer d'atterrir ou de faire atterrir l'Anthropocène dans des vraies situations. Et ça, je ne vais pas trop expliquer pour pas trop déborder, et puis c'est pas forcément, voilà, c'est pas un schéma absolument génial. On parlait de mutation cosmologique, on peut appeler ça un vacillement de monde. Et je crois que c'est là où se joue finalement l'enjeu de l'apprentissage. On peut vraiment apprendre à se confronter à des limites planétaires lorsque le monde vacille, et pour que le monde vacille, il faut que certains clichés, que certains, alors c'est un peu des schèmes sensorimoteurs, ce sont un petit peu bien sûr aussi des stéréotypes, des habitudes, des manières de catégoriser en fait les entités du monde. Et ben c'est quoi ces clichés-là? Ce sont les organisations, c'est le monde organisé, c'est ce que j'appelle l'orgocentrisme, c'est-à-dire le fait que tout est basé sur une organisation, les organisations vont sauver le monde, etc. J'enseigne dans une école de gestion et je pense que toutes les business schools aujourd'hui, mais pas que, les écoles d'ingénieurs, peut-être les écoles de design, mais peut-être un peu moins les écoles de design, les Sciences Po, etc. Je ne peux pas faire la liste exhaustive. Il y a cet orgocentrisme au cœur en fait, des écoles, et notamment, voilà. Pour sortir de ça, il va falloir que les clichés s'effondrent. Et c'est là où on a une chance de faire vaciller finalement ce monde-là. Et puis voilà, ne pas forcément se protéger du trouble, mais se confronter à des situations qui sont curieuses, pour se confronter à un monde qui n'est pas forcément un monde fait d'organisation, qui est, que moi j'appelle déorganisé, ou plus qu'organisé, et qui va nous permettre, je ne vais pas trop préciser ce point et passer directement à l'illustration, de voir, d'enquêter autrement ce monde dans lequel nous vivons. Je prends mon exemple favori, c'est la question du devenir des stations de ski. Donc je pense que vous avez tous entendu parler, je vais boire un petit peu d'eau, de la question des stations de ski. Parce qu'on en parle tous les ans, on en parle de plus en plus. Là, avec la crise énergétique, certaines stations ne vont pas ouvrir. Je pense que c'est un des sujets médiatiques sur lesquels, vraiment, en France, on revient beaucoup. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, la France est dans le trio de tête en fait, des destinations touristiques en matière de sport d'hiver. Je ne sais pas si vous le saviez. Voilà. Donc ça, c'est un enjeu, on va dire, économique, c'est un enjeu aussi culturel. Il y a beaucoup de problématiques. Et évidemment, la problématique numéro 1, vous la connaissez, la problématique numéro 1 des stations de ski, notamment de moyenne montagne, c'est laquelle? C'est la neige. Il y a une indisponibilité de la neige, qui est une indisponibilité croissante. Et ça, ce n'est pas un aléa. Ce n'est pas simplement cette année, on n'a pas eu de neige, et puis pendant 2 saisons, on a eu de la neige, et puis allez, croisons les doigts, la 4e saison, il y aura de la neige. Ce n'est pas comme ça exactement ça. Les trajectoires en fait, d'enneigement ne seront jamais à la hausse. En fait. Il y aura de moins en moins de neige. Alors qu'est-ce qu'on fait? Et ça, je pense que c'est une question de design. Qu'est-ce qu'on fait face à ce problème épineux? On pourrait appeler ça un problème épineux, qui est l'indisponibilité de la neige dans des stations de ski, dans des territoires, au-delà de la station de ski de moyenne montagne. C'est ce que dit un peu Samuel Morin, donc, qui est un chercheur, en fait, aussi un contributeur au rapport du GIEC. Je pense que vous avez peut-être entendu parler aussi des rapports du GIEC, notamment le dernier dont toute une partie porte sur la montagne. Il dit voilà, toutes les projections climatiques indiquent une dégradation des conditions d'exploitation des domaines skiables pour les prochaines décennies. Ça, c'est irréversible. Dans des proportions variables selon les stations, en fonction de leur altitude et de leur emplacement, avec des conséquences différentes selon leur modèle économique et territorial. Modèle économique et modèle territorial. Il y a une association un petit peu entre les deux sur laquelle moi je travaille beaucoup, notamment dans le territoire du Sancy. Je voudrais vous montrer un petit peu ce que l'on enquête depuis à peu près 1 an et demi dans ce territoire. Donc ça, voilà. Alors, il y a 3 réponses possibles, dont 2, on va dire, sont un peu les réponses dominantes aujourd'hui par rapport à cette problématique, ce problème épineux. Ce problème qui est plutôt une impasse, en fait. On ne sait pas trop comment en sortir. On ne sent pas que derrière nous, il y a une solution qui va jaillir, ou un outil de gestion, ou qu'un consultant va arriver en résolvant tous les problèmes. Ce n'est pas exactement comme ça que ça va se passer. Quelles sont les réponses qui sont apportées face à cette problématique? Première réponse, forcer le possible. Forcer le possible, ça peut être, dans le cas extrême,
là je prends l'exemple de Dubaï, donc à droite c'est Dubaï, c'est donc dans un mall, dans un centre commercial, avec 50 degrés dehors, bah, pourquoi pas faire une station de ski indoor? Pourquoi pas? Mais là, c'est vraiment, on parlait d'atterrir, là on est bien d'accord qu'on est hors sol, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout, on ne sait pas dans quel territoire, d'ailleurs c'est très intéressant parce que c'est un mixte, c'est un composite, en fait, cette station indoor à Dubaï, de plusieurs cultures. Ils se sont inspirés à la fois de l'Italie, de la Suisse, de la France, de l'Autriche, ils ont essayé de créer plusieurs ambiances, enfin ouais. Autre solution, donc là j'ai pris le fait de ramener de la neige, en fait, de rajouter de la neige, d'artificialiser, de créer ce qu'on appelle de la neige de culture, avec des canons à neige, alors on dit enneigeur, parce que canon à neige c'est un petit peu trop militaire. Donc du coup, on ne fait pas ça, voilà. Donc on est bien d'accord que forcer le possible, c'est pas vraiment l'avenir vers lequel on tend. Deuxième option, ça moi je dirais c'est plus celle de la transition, c'est-à-dire qu'on va essayer de trouver des pratiques en fait différentes que le ski alpin. Par exemple, on va faire du vélo, par exemple avec des fat bikes, on va faire du vélo sur la neige. On va, alors ça c'est un petit peu moins transition, mais organiser peut-être d'autres rencontres avec la montagne que celles qui sont associées au ski. Donc on va par exemple, je ne sais pas moi, faire un accueil avec des piscines, avec des choses comme ça, enfin, ou un festival, ou quelque chose qui va permettre finalement de diversifier, c'est-à-dire d'essayer de tenir ensemble deux trajectoires qui sont une sorte de trajectoire de la transition écologique. On va faire des trucs éco-responsables, on va faire du recyclage, il n'y a pas de souci, on va limiter l'impact, etc. Mais par contre, le truc auquel on ne peut pas renoncer, c'est le modèle de l'attractivité. Et l'attractivité dans la diversification, c'est la clé. C'est vraiment ça le moteur, en fait, même dans la transition écologique, la plupart des métropoles, la plupart des communes qui sont dans cette transition-là, ont du mal, en fait, à renoncer à l'attractivité. C'est-à-dire au fait que y a de moins en moins de personnes qui viennent chez vous, en fait, qui viennent vous voir, qui viennent visiter ou qui viennent habiter votre territoire. Il y a un troisième exemple qui est un exemple beaucoup plus singulier et qui est, on pourrait dire, l'exemple du renoncement. Donc c'est un mot qu'on utilise beaucoup, notamment avec Diego Landivar et Alexandre Monin, renoncer. Alors on nous a dit, ouais, c'est pas super marketing, etc. Vous n'avez pas un truc plus positif, etc. Bah non, en fait, on n'a pas mieux, on n'a pas trouvé mieux, en fait, pour parler, en fait, de possibilité ou d'impossibilité de continuer à une réalité existante. C'est un peu nouveau, ça, dans la gestion. Toute la gestion est, j'ai envie de dire, fondée sur le maintien en existence d'une activité. Jamais on n'a pensé, finalement, la fermeture, en fait, d'une activité. Et là, les stations de moyenne montagne qui se confrontent à cette réalité-là, ce n'est pas parce qu'elles désirent fermer, c'est parce qu'elles n'ont pas le choix. Donc, du coup, la question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on peut anticiper, en fait, un renoncement, un protocole même assez démocratique, assez peu autoritaire, en réalité, du renoncement. C'est un peu là-dessus que j'aimerais conclure. Donc là, c'est l'exemple de Métabier avec Olivier Erard, avec qui on échange beaucoup et qui a fait une petite vidéo très intéressante du cas. Donc c'est le responsable, en gros, de la station de Métabier dans le Jura et qui a en fait réussi même pas à gagner de l'argent, mais à avoir un financement pour renoncer au ski alpin. C'est nouveau, ça. Les gens vous donnent de l'argent pour renoncer à une activité. Donc, désaffectation de quelque chose. Deuxième question, évidemment, qu'est-ce qu'on va faire à la place? Qu'est-ce qui va se passer dans les 5 ou 10 prochaines années à Métabier? C'est ça l'enjeu de ce qu'on appelle, nous, de la réaffectation. D'accord? Donc, grosso modo, donc, le problème épineux, je ne reviens pas parce que vous avez compris. Donc, face à ces différents enjeux, est-ce qu'il faut développer les modèles économiques existants? C'est la dépendance notamment au tout-ski, mais c'est aussi la dépendance au tout-tourisme. Est-ce qu'il faut livrer de la neige? Est-ce qu'il faut innover de façon intensive dans la conception de ski aujourd'hui? Est-ce que ça, c'est la perspective vraiment importante en termes d'investissement? Ou faut-il plus fondamentalement démanteler, donc c'est un mot sur lequel je reviendrai peut-être en conclusion, ces infrastructures en déprojetant certains futurs, certaines habitudes, certaines manières de voir le monde, justement, qui ne sont plus compatibles avec ce qu'on appelle les limites planétaires. Donc je vais donner juste un exemple pour finir sur des enquêtes que l'on mène dans le Sancy. Alors Sancy, c'est un massif pas très loin de chez moi, dans le Puy-de-Dôme, de moyenne montagne. Donc là, vous avez une photo de Chastré. Et ça, c'est Chastré en hiver. Voilà. Donc c'est pas rare.
en fait, de voir, là c'est une photo un petit peu triste bien sûr, parce qu'on voit des enfants qui essayent de skier sur ce qui reste un petit peu de neige, hein. Il n'en reste pas beaucoup. Bon, là il y a eu pas mal de neige l'hiver dernier. Les enfants étaient un peu plus contents en fait de faire de la luge, hein. C'était quand même plus agréable en fait. Et nous travaillons notamment sur un projet de recherche qui porte sur les sentinelles. Alors là, je vais aller assez rapidement. Les sentinelles, c'est les entités sentinelles, c'est un peu toutes les espèces. Ça peut être aussi, alors comme des insectes, des oiseaux, des territoires comme des îles. Et nous, on va se poser la question des organisations. Et ces entités, elles sont un peu précurseurs. Elles sont situées finalement sur le front d'une situation troublée dans laquelle elles éprouvent une discontinuité écologique, climatique, sanitaire. Notamment, il y a des espèces sentinelles qui voient avant nous, en fait, des non-humains qui voient avant nous, qui sentent avant nous, notamment des pandémies. C'est des choses qui ont été étudiées, notamment à droite par Frédéric Heck. Il y a des poulets sentinelles. Donc la question se pose en fait de savoir s'il y a des organisations sentinelles. Alors ça serait quoi cette organisation sentinelle? Elle serait confrontée à ces situations écologiques critiques, précoces, disparition d'une ressource, effondrement d'un actif écologique, catastrophe naturelle, pandémie. Ouais, alors dans ce cas, il y a beaucoup d'organisations sentinelles. On est d'accord que là, il y a eu pas mal d'organisations confrontées qui ont été un peu sur cette ligne-là, précoce, de confrontation, de mise à l'épreuve d'une discontinuité écologique. C'est aussi un processus d'enquête scientifique, administratif, technique. Il faut associer beaucoup de parties prenantes, pas simplement les personnes qui prennent les décisions, mais aussi les personnes qui travaillent dans ces organisations. Et donc, il y a un processus de décision à mettre en place. Est-ce que je renonce? Est-ce que je renonce pas? Qu'est-ce que je fais finalement de cette alerte, finalement de cette discontinuité, de cette épreuve liée à un changement en fait disons, dans les habitudes, dans la manière de voir les choses. Donc c'est à ce niveau-là qu'on pose la question des sentinelles. Et évidemment, les territoires de montagne ont été considérés comme des sentinelles du climat. Donc, on travaille notamment en partie avec une ONG qui s'appelle Mountain Wilderness, et qui a un petit peu, je dirais, un petit peu popularisé, en tout cas, cette notion de sentinelle du climat, mais c'est quelque chose qui est assez étendu. Donc finalement, la devenir station de ski, parce que moi je pense, je suis absolument pas confronté, mais sûr que les organisations dans l'Anthropocène sont comme des stations de ski. Hein, c'est à peu près pareil, c'est-à-dire que vous prenez une multinationale, elle a un actif écologique, une ressource à un moment donné, qui va devenir indisponible. Et ça peut être n'importe laquelle. Donc du coup, est-ce que les organisations peuvent devenir sentinelles? C'est un petit peu le point sur lequel j'aimerais finir. Et je vois que le temps passe, donc je vais aller assez vite. Un exemple, en fait, sur le terrain que j'enquête dans le Sancy, c'est une réserve naturelle. C'est l'exemple le plus classique. Pourquoi? Parce que les gens qui travaillent dans les réserves naturelles, ils observent en fait les choses, ils observent la perte de biodiversité ou les mutations de la biodiversité. Ils observent beaucoup de choses. Et en fait, ce qui est très intéressant avec cette réserve naturelle que j'ai enquêtée, un petit peu avec laquelle j'ai travaillé, c'est qu'ils sont passés en fait d'une logique de maintenir et améliorer, c'est-à-dire essayer de maintenir l'existant, de préserver, d'assurer finalement la mission initiale de la réserve qui est assez liée à la protection. Et ça reste évidemment dans leur mission initiale, à la fonction d'alerter. Souvenez-vous que la sentinelle, elle a vraiment pour fonction d'alerter, de dire il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que je prévienne, il faut que j'avertisse que les activités de ski ne seront plus possibles, que la vulnérabilité sera très forte sur la randonnée en montagne, sur le fait d'aller en montagne, Vous avez un exemple très précis, je ne sais pas, vous avez vu les images cet été? Les Alpes sont en train de s'écrouler en fait. Donc là, ce n'est pas une sentinelle, c'est une catastrophe en fait, il y a eu des morts. Okay, donc, est-ce qu'on va continuer à aller en montagne en fait? C'est ça la question. Est-ce que dans 10 ans, dans 15 ans, vous allez pouvoir aller randonner avec vos enfants ou sans vos enfants, ou avec vos amis ou sans vos amis, en moyenne montagne, en haute montagne? C'est le point. Sentinelle, la fonction de la sentinelle, c'est d'alerter. Et ce n'est pas des écologistes militants, pas du tout. Hein, c'est des gens qui assurent une mission scientifique et technique. Donc je vais vous donner simplement 3 résultats qu'on a pu observer. En gros, ce tout petit territoire, on pourrait dire à l'image des Alpes ou peut-être des Pyrénées. Et en fait, c'est un territoire qui est très très vaste et très multiple en matière de vision du monde. Hein, on parlait de monde multiple et pas de monde unique. C'est exactement ce que ce territoire en fait illustre. Il y a grosso modo un territoire qui est plutôt la station classique.
Et elle, en fait, elle va rester exactement sur le registre, sur le modèle économique du tout ski, du tout tourisme. Elle va travailler dans une logique finalement de technique, de marketing territorial. Elle est dans une logique aussi d'attractivité plutôt intensive. Il y a de la diversification, mais on va créer une piscine. Je ne sais pas si c'était la bonne idée en fait en ce moment de. Bref, vous voyez, ne pas être sentinelle, ce que ça peut coûter aussi, de ne pas avoir en fait la perception des mutations, des trajectoires à venir, ça peut être extrêmement compliqué. Par exemple, créer une station, je sais pas, un truc thermoludique avec beaucoup de bassins, des toboggans et des choses comme ça pour diversifier l'activité en montagne, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure idée. Mais cette station-là est dans ce prisme cosmologique, c'est-à-dire que c'est son monde en fait. Et si vous lui enlevez ça, ben, en fait, ils ont le sentiment de ne plus exister. Ils ne voient pas en fait comment ils pourraient exister autrement. Donc il y a cette attractivité intensive. Deuxième exemple, c'est le Mont d'Or. Moi je dirais, c'est pas très loin. Tout ça c'est à 7-15 km, c'est très proche. C'est plutôt l'exemple de la transition écologique. Donc ils voient un peu la même épreuve, c'est-à-dire bon bah il y a une baisse tendancielle de l'enneigement. C'est peut-être pas qu'un simple aléa. Hein. On pense quand même qu'il y a des trajectoires d'enneigement qui seront pas, il n'y aura pas de plus en plus de neige. Donc il y a du changement climatique, il y a un modèle économique incertain. On ne sait pas comment on va exister au sens économique, au sens des acteurs socio-professionnels du territoire dans 10-15 ans, ils ne savent pas trop. Mais il faut faire quelque chose. Et l'idéal, pour cette, je fais un résumé, je ne vous lis pas tout, l'idéal pour ce territoire-là, c'est de pouvoir concilier tous les possibles. C'est ça la transition écologique. Pour nous, hein, c'est ce qu'on défend, et c'est évidemment ce qu'on défend au sens, on ne veut pas être dans cette perspective-là. La transition écologique essaye de concilier tous les possibles. On voudrait un possible qui soit durable, écologique, où les gens soient contents, qui soit respectueux des limites planétaires, mais voilà, on a un modèle économique qui fonctionne, on renonce à rien, on renonce ou à pas grand-chose. Par exemple, on va passer à une diversification, mais qui va être un peu une attractivité raisonnée. C'est-à-dire qu'on va faire quelque chose qui est intermédiaire, qui va nous permettre de nous maintenir tant bien que mal, et du coup, ça crée une sorte d'incertitude en termes de décision. On est capable de renoncer au tout ski, mais parce qu'on n'a plus de neige. Par contre, est-ce qu'on va maintenir l'artificialisation? Oui, certainement. Donc du coup, il y a un peu cette ambiguïté. C'est comme s'ils étaient entre deux mondes. La transition écologique n'est pas clairement, on va dire, positionnée, je dirais, dans un monde. Moi, c'est ce que je pense à titre personnel. Et un troisième exemple, c'est une toute petite commune. Évidemment, c'est une commune que j'affectionne beaucoup, vers laquelle je me suis, on va dire, je suis rentré un peu plus en immersion dans cette commune-là. Ils ont une petite station de ski à laquelle ils sont mais vraiment, vraiment attachés. Elle existe depuis longtemps. C'est la photo que je vous montrais. C'est pas une station où on fait du ski technique. Hein. C'est une station qui accueille des enfants, des familles. Il n'y a pas beaucoup de monde. Ça n'a jamais été un modèle, on va dire, d'attractivité intensive, de développement intensif. Ils ont fait des petites choses. Il y a une ambiance, il y a un attachement culturel très, très, très fort. Vous voyez que moi, le propos que je tiens là, c'est pas du tout un truc anti-station. Moi, j'enquête simplement les attachements qui sont liés finalement à ces entités-là que sont les stations de ski. Mais ils s'aperçoivent quoi? En fait, il y a une disparition totalement irréversible de la neige. Donc la neige devient indisponible en fait. Et je ne vais pas pouvoir composer avec ça. Donc du coup, la question, ce n'est pas simplement un modèle économique incertain, c'est un gouffre financier. Je veux dire, ils sont en grande difficulté et il n'y a pas forcément de modèle économique. Et ce qui est très intéressant dans ce territoire, c'est que finalement, ils ne se posent pas tellement la question de l'attractivité ou du développement, ils se posent la question de l'habitabilité. Une question absolument centrale qui est en fait comment on va faire pour continuer à habiter ce territoire. Comment des êtres, même différents, vont pouvoir continuer à coexister dans le futur. Question très générale, mais à mon avis, qui est une question vraiment des territoires sentinelles dans l'Anthropocène. Et du coup, il valorise la biodiversité, bien sûr, la ressource en eau, qui est problématique. La ressource en eau, c'était abordé d'ailleurs. Est-ce que c'est quelque chose qui est fait pour la neige de culture? Est-ce que c'est quelque chose qui est fait pour l'agriculture? Il y a les nouveaux arrivants, etc. Donc cette habitabilité, elle est extrêmement importante parce qu'elle témoigne finalement d'un attachement existentiel qui peut être divergent au territoire, c'est-à-dire qu'il y a les gens qui sont attachés à la station, il y a les éleveurs qui sont plutôt attachés à d'autres manières de valoriser le territoire, il y a ceux qui sont pour et contre la station. Donc ça, c'est pas en fait un problème, en fait. Qui est cette hétérogénéité, cette singularité en fait dans le territoire, ça fait partie en fait des territoires sentinelles.
ne sont pas du tout des territoires unifiés. Je vais vous donner juste, voilà, donc c'est ce que je viens un petit peu de dire. Voilà, il y a différents acteurs, je dirais même des attracteurs qui sont liés à ce territoire, l'agriculture, le tourisme, le village, le fait qu'il y a des gens âgés qui vivent là. Est-ce qu'on doit finalement rentrer dans une logique d'attractivité, faire venir de plus en plus d'arrivants? Toutes les questions se posent, ils n'ont pas les réponses. Je vais vous donner quelques verbatims pour finir. Par rapport aux troubles, donc là ça vient de Thibault, c'est le responsable de remontée mécanique, il dit on est en train de s'éteindre. Les collègues ne sont plus là. Voilà comment c'est pas la neige disparaît, c'est pas comment la station va faire pour exister. On est en train de s'éteindre. En fait, c'est la disparition d'un monde qu'ils sont en train de sentir. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, à mon avis, la manifestation d'un territoire sentinelle. C'est compliqué d'évoluer. Ça, c'est le maire. Il dit, je vois pas trop le futur, en fait. Il y a plein de gens qui nous vendent des futurs, hein, je veux dire, dans le marketing territorial, il y a plein de consultants qui vont vous dire voilà ce que c'est que le futur, dans 15 ans le futur ça va être ça, ne vous inquiétez pas, surtout ne vous inquiétez pas, le futur c'est ça. Bah, Michel il s'inquiète en fait. Quelles sont les formes d'évaluation? À quoi on tient finalement? Ce par quoi on tient et ce à quoi on tient? Bah, ça peut être pour la réserve naturelle des non-humains, des chats forestiers, les vautours. Est-ce qu'on peut coexister avec des vautours? L'agriculture, c'est le fromage. Bon, dans le Puy-de-Dôme, il y a beaucoup de fromage. Et le fromage à Chastré, il est exceptionnel. Bon, je fais quand même il faut le dire. Et ça marche bien. Ils font de la vente directe, ça fonctionne bien. On vend du Saint-Nectaire, etc. Et les gens... Oui, mais alors, du coup, si je vends du Saint-Nectaire et que je suis contre la station, à qui je vends mes Saint-Nectaire, en fait? Donc c'est ça la question. Ça, c'est un problème typiquement de modèle économique. À qui je m'adresse? Et Sentinelle, c'est de montrer aussi cette divergence, ce côté épineux de la situation. Pour Patou, la station, c'est le cocon, une pépite fragile. Ça coûte très cher, on n'a pas les moyens, en clair, de cela. Et pourtant, on y est fondamentalement attaché. Et en termes de dépendance ou de renoncement, le maire dit on est lié à la station. On est lié à la station. Patou dit c'est le back-office sombre, en fait. C'est à la fois un cocon qu'il faut protéger, et puis il y a un back-office sombre, il y a une réalité beaucoup plus sombre qu'il s'agit. On n'en parle pas beaucoup, mais en fait, voilà, la station a désuni les gens. C'est quelque chose où il y a cette hétérogénéité, cette épreuve, elle est extrêmement dure à vivre pour les personnes qui peuplent ce territoire. Ou, comme dit aussi Michel, donc le maire, il dit on cherche des subventions non plus pour développer, savoir quel type d'investissement on va faire en termes d'enneigement, d'attractivité et autres, mais déjà pour rembourser le crédit agricole. Donc ce qui est très important, à mon avis, de ce point de vue-là, c'est de voir qu'il y a des personnes, des acteurs concernés qui sont dans l'impasse. Ils n'arrivent pas avec un futur désirable, etc. Ils sont dans l'impasse. Et c'est depuis ces situations-là, à mon avis, qu'il faut enquêter. Donc je pense que là, c'est ce que je vous disais en introduction, la redirection écologique, le fait de faire atterrir des organisations, des schémas stratégiques dans les limites planétaires, facile à dire. Ce qui est très important, c'est d'aborder ces enjeux-là depuis ces situations-là. D'accord ? Et là, je dirais, depuis Chastré, mais aussi depuis, etc. Et je pense que en fait, ces territoires sont extrêmement illustratifs en fait, de ce qui arrive dans d'autres organisations. C'est ce que j'ai proposé notamment à cette célèbre entreprise dans le secteur du pneumatique à Michelin, en m'adressant au responsable de l'innovation, manager de l'innovation, et je lui ai dit, en fait, vous êtes comme une station de ski. Et il m'a répondu, je vois très bien où est la neige chez nous. Donc je vous laisse deviner. Quel est l'actif stratégique, écologique, sur lequel je ne pourrais pas m'appuyer dans les 10, 15, 20 prochaines années, lorsque je suis une multinationale, etc. Donc mon image, mon analogie, on va dire, entre la station de ski et les organisations industrielles, elle n'est pas inintéressante. Je voudrais juste finir là-dessus. Ce qu'on essaie de développer, en effet, avec Diego et Alexandre, c'est une écologie et peut-être un design, alors on n'est pas designer, mais on travaille avec des designers, du démantèlement. Parce que la question en fait, qui n'a pas été posée, la question qu'on a toujours posée au XXe siècle, c'est comment va-t-on faire pour créer des mondes, pour fabriquer, pour produire, pour ouvrir du possible. Donc, tous les clichés aussi sur lesquels repose, je dirais, le capitalisme, il est fondé sur on va dire une anthropologie du projet, on va dire, et de l'ouverture. Il faut ouvrir le possible. Et nous, on arrive, on dit, non, des trucs, il va falloir fermer des choses. Parce que clairement, alors, désolé, on arrive un peu comme ça, comme un cheveu sur la soupe, enfin, moi pas trop, mais... Et donc, du coup, il va falloir qu'on ferme en fait, des schémas stratégiques, des modèles économiques, des infrastructures. Et la question, en fait, le vrai problème de ça, c'est pas simplement de dire on va fermer, c'est que le premier constat, c'est qu'on ne sait pas faire. On ne sait pas fermer.
Comment vous faites? Vous rentrez dans une entreprise, comment vous faites pour la fermer? Vous dites aux gens de partir, il faut fuir, les infrastructures, bon, comment vous démantelez une infrastructure? Ben, peut-être simple pour une station de ski, mais une multinationale. Comment vous allez faire pour Total? Comment vous allez faire pour... Et cette question-là du démantèlement des activités qui sont complètement incompatibles et qui vont aller menacer l'habitabilité de la Terre, clairement, elle va se poser. Et elle commence à se poser. On a travaillé sur les piscines municipales, on a travaillé sur pas mal en fait de trucs. Donc voilà, donc on a développé des domaines d'enseignement, de recherche, mais aussi d'intervention et d'accompagnement. Parce qu'au début, ça paraissait un petit peu rigolo comme ça, mais en fait, c'est assez sérieux. Donc on design des protocoles de redirection écologique, des protocoles de renoncement et de réaffectation. C'est Diego qui a notamment beaucoup expérimenté cela avec un étudiant en design, Victor Écremant, avec la ville de Grenoble, sur les piscines municipales, faire un design de coalition pour la redirection écologique. Avec qui vous avez travaillé, en fait? Vous avez travaillé avec des consultants, avec des habitants, avec des techniciens, qui sont les peuples, on va dire, de la redirection écologique hein, et de la fermeture. C'est quand même une question très importante. Designer aussi de nouveaux récits écologiques, hein, des instruments de gestion pour la redirection écologique. Moi, je travaille beaucoup sur les modèles économiques. Je ne sais pas si vous abordez ça dans vos études. Je ne crois pas. C'est plus vraiment quelque chose en gestion. C'est un peu l'outil, on va dire, qui modélise le fonctionnement d'une entreprise, son futur désirable, etc. Et en fait, le futur désirable, c'est quoi un modèle économique en fait, d'une entreprise confrontée ou dans les limites planétaires? Ça, c'est une autre question. Voilà, on accompagne des collectivités locales, des municipalités, des métropoles et aussi des organisations. Et les chantiers, bah, comme vous l'avez vu, c'est les stations de ski, la construction neuve en Île-de-France, des infrastructures industrielles, mais aussi culturelles. Voilà, on est en train de faire une convention voilà, qui est en train de se faire notamment avec des musées. C'est un problème, les musées aussi. Enfin, y a plein d'infrastructures hein, qui sont assez problématiques. Des piscines municipales, des modèles économiques de la fin d'un marché. Comment vous pouvez penser un modèle économique de la fin d'un marché ou d'un domaine d'activité stratégique? Donc voilà, on a quelques petites images pour terminer. Ça, c'était au début. C'était Diego et Alexandre qui avaient un petit peu essayé de faire quelques images pour essayer de montrer un peu cette écologie du démantèlement et de la fermeture. Donc là, c'est un petit peu une version hackée de la BPI, enfin, en gros de la banque publique d'investissement. Et c'est pas ouvrir l'avenir, c'est fermer l'avenir, en fait. La banque publique de désinvestissement, de désinnovation, de désincubation. Apprendre, finalement, développer des savoir-faire de fermeture. Et de savoir prendre soin de ces fermetures. C'est pas simplement de dire on vire les gens, le problème est réglé. C'est pas du tout ça. Ça, c'est la version néolibérale de la fermeture. On est pour une version, disons, beaucoup plus démocratique et moins autoritaire. Donc voilà, donc ça, ce qui est important là, c'est qu'au début, les gens rigolaient. En fait, ils trouvaient, ah ouais, c'est rigolo, c'est du design fiction en fait ce que vous faites. C'est rigolo, c'est marrant, c'est provocateur, on voit les choses différemment. C'est un peu des artistes et tout ça, c'est marrant dans une école de gestion, pas trop l'habitude. En fait, non, on leur a dit, c'est extrêmement sérieux. Extrêmement sérieux. Donc on a fait un petit manifeste qui s'appelle Héritage et fermeture et l'écologie du démantèlement, qui est vraiment un manifeste pour le coup. Donc un livre très court à lire, etc., mais parfois un petit peu difficile. On a aussi valorisé les travaux de notre première promotion, nos étudiants, dans une revue qui s'appelle Horizon Public et qui s'adresse aux décideurs, aux personnes qui travaillent dans les organisations publiques notamment, engager la redirection écologique dans les organisations et les territoires, donc des travaux qui sont basés sur des commandes, pas des fictions, etc., mais simplement des commandes, des personnes qui sont confrontées à des situations éprouvées, dans le cadre notamment de ce master qu'on a développé. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup Emmanuel. Écoute, c'est passionnant. Moi, je retiens bon, tout un tas de choses, mais je trouve qu'il y a des choses importantes qui s'adressent justement à des futurs architectes d'intérieur et designers. D'abord, c'est le tournant alors, cosmologique, ontologique, tout ça est une question de définition, mais l'idée qu'effectivement, peut-être qu'on est dans un monde, il y a une planète Terre. Mais par contre, il y a une multiplicité de représentations de cette planète Terre. Hein. Je l'évoquais hier. Ça, c'est la première chose. Et les mémoires, d'ailleurs, et les diplômes que vous avez vus tout à l'heure, ils témoignent de qu'est-ce que ça veut dire que s'interroger sur la représentation d'un territoire, de la technique, d'une relation, d'un objet, et quelles conséquences ça peut avoir ensuite sur justement son design, son appropriation, sa relation à l'environnement, etc., etc. Donc ça, c'est une première chose qui me semble absolument importante. La deuxième chose, c'est
Et c'est vrai que ça, c'est peut-être quelque chose qu'on vous dit pas, peut-être pas assez, ou qu'on vous dit pas souvent. Mais c'est que, en fait, un designer, un architecte d'intérieur, faut aussi qu'il apprenne à ne pas faire. Moi, j'ai une anecdote comme ça d'une étudiante qui faisait son diplôme. Justement, elle est partie dans un village en se disant, bah, qu'est-ce qu'un designer pourrait faire dans un village? Et bon, voilà, elle commence à faire une enquête de terrain, en fait, à discuter avec la municipalité, les associations, les habitants, etc., etc. Et cetera. Et puis en fait, quelques mois plus tard, elle revient et ce qu'elle nous dit, c'est qu'elle s'est rendue compte qu'elle ne servait à rien. Et en fait, pour elle, ça a été un vrai enseignement, c'est-à-dire d'accepter qu'il y a des endroits où en fait, un architecte d'intérieur ou un designer, elle aurait pu faire des choses. Mais en fait, ça n'aurait pas apporté quelque chose de plus que si elle n'était pas là. Et donc, elle a appris à désapprendre à faire, en fait, à savoir ne pas faire, savoir déjà s'abstenir. Et effectivement, après, l'étape d'après, c'est aussi apprendre à défaire des choses, à démanteler des choses. Alors, tu parles des stations de ski, mais je veux dire, on voit avec des choses beaucoup plus effrayantes, peut-être immédiatement, comme les centrales nucléaires. C'est-à-dire, on ne sait pas démanteler une centrale nucléaire. Donc on peut dire qu'on arrête le nucléaire, mais on ne sait pas très bien quoi en faire, hein. Donc voilà. Et je pense que sur des choses alors plus quotidiennes, effectivement, on dit choisir c'est renoncer. Donc peut-être que le renoncement, justement, c'est d'abord un choix démocratique. Tu l'as dit, c'est-à-dire renoncer, c'est choisir ce qu'on va faire. Quand il n'y a plus de neige, en fait, on choisit pas d'arrêter le ski, hein. C'est juste qu'il n'y a plus de neige, donc on fait plus de ski. Et donc dans le renoncement, dans le choix, je pense qu'il y a une vraie place pour l'architecture d'intérieur et le design. Sur, voilà, et en plus, je pense vraiment que les diplômes qui ont été présentés ce matin montrent comment il y a des possibilités d'intervention pour vous sur ces questions-là. Voilà, je n'en dis pas plus et peut-être quelques questions parce qu'on est un petit peu en retard. Si vous avez évidemment des questions, des remarques à adresser à Emmanuel. Ou des critiques. Oui, je voudrais revenir sur. C'était quand vous avez mentionné le démantèlement. Et j'ai l'impression que, en tout cas dans ces espaces comme celui-là, là où on est en France, dans une école de design, où on va pousser à l'innovation et à trouver de nouvelles façons de faire du design, de penser à la vie des objets. En fait, on s'aperçoit aussi que, enfin, je sais pas, en tout cas personnellement, et je voudrais avoir votre avis là-dessus, le mot innovation me gêne parce que ce sont des pratiques qu'on a tout simplement oubliées. Et, et effectivement, dans notre, alors là où on vit, le capitalisme et le profit reposent sur une production en continu et une consommation en continu. Ce qui signifie que qu'il doit y avoir, enfin à un moment, une rupture en fait. C'est-à-dire qu'on achète un objet, on le consomme, il est utilisé, il devient non utilisable, donc on en rachète un autre. Mais c'est parce qu'on est dans une économie d'abondance aussi, et que dans d'autres temps et dans d'autres endroits, on a depuis longtemps appris à créer euh, avec cette conscience. Donc, selon vous, est-ce que c'est une pensée de l'innovation ou pas? Merci beaucoup pour cette excellente question et puis réflexion aussi autour de l'innovation. Premier élément de réponse, mais rapide parce qu'on n'a pas trop le temps. Innovation, c'est un mot qui capture tout. Donc, moi, je viens de la gestion, enfin, de la philo dans une autre vie et maintenant, enfin, de mon métier, la gestion. Et j'ai vachement enquêté sur le sens de ce mot innovation et comment on l'utilisait aussi systématiquement. Et une première remarque, c'est que innovation, ça sert à tout dire. Ça capture tout. Le passé, le présent, le futur, les autres mondes, le social, l'écologie, votre vie ordinaire. D'ailleurs, on parle d'innovation ordinaire. Norbert Alter. Enfin, il y a beaucoup de sociologie finalement de l'innovation qui a capturé à peu près tout. Pourquoi un mot veut tout dire?
Déjà, c'est compliqué d'avoir une signification et un seul mot pour parler de choses très différentes. Pourquoi pas parler de choses différentes, en fait? Et en effet, je pense qu'il y a les histoires, les présents, et peut-être aussi certains futurs au pluriel, vont nous permettre de sortir de cet instrument un peu de capture, là. Et la question, c'est pourquoi, en fait, il y a un mot comme ça qui sert à tout décrire. En gestion, pour moi, c'est assez simple. Enfin, en tout cas, c'est mon diagnostic. Ça va dans le sens du capitalisme, grosso modo. Le capitalisme a besoin de mots comme ça, on pourrait appeler des clichés, qui vont permettre de tout attraper. Et plus ça attrape des choses, moins vous allez réfléchir, moins vous allez observer, moins vous allez enquêter et rendre compte de ce que vivent les gens, de comment ils sont attachés, quelle est leur expérience en fait, de quelque chose, d'un produit aussi. Moi, je ne suis pas contre les produits, je ne suis pas pour la disparition du monde tel que nous le connaissons. C'est pas du tout là, je ne fais pas cette apologie-là. Ce que je critique, c'est de dire que l'innovation ait un impact si fort dans notre cosmologie en fait. Moi, j'appelle en fait à des cosmologies alternatives, à des manières finalement d'appréhender les objets, d'appréhender les organisations aussi peut-être, autrement qu'à partir de ces prismes-là qui finalement ne veulent plus rien dire, mais qui ont leur rôle, etc. Moi, ce que je crois, c'est que ce qu'on ne sait pas faire aussi, c'est que l'innovation est souvent présentée comme une sorte d'avenir. Mais c'est l'avenir depuis un siècle et demi, en fait. C'est un avenir qui est super vieux dans son histoire. C'est poussiéreux, l'innovation. Franchement, il faudrait peut-être rafraîchir un peu, de trouver d'autres mots. Enfin, en effet, oui, il y a tout un... le langage, c'est riche, quoi. Voilà. Donc, du coup, je pense que ça, c'est très important. Et une chose aussi, c'est qu'en effet, la question de la désinnovation, alors on a fait une fameuse tribune dans Le Monde, où on s'est fait, littéralement insulter. Et c'était le but aussi, c'était de parler de désinnovation, apprendre à désinnover. Et tout le monde a dit, mais non, pourquoi les gens nous ont insultés? Enfin, insulte, on s'est fait traiter de clown, des choses comme ça. On s'est pas fait agresser physiquement. Mais pourquoi ça provoque ça? Pourquoi ça provoque ce truc-là? Parce qu'on touche quelque chose de sacré, en fait. Donc c'est un cliché, c'est sacré, ça veut tout dire. Et il faut apprendre à désinnover, c'est-à-dire sortir un peu de ce prisme-là et de voir aussi, de ne pas faire advenir, tu le disais, c'est quoi désinnover? C'est ne pas faire advenir certaines choses. Il y a toute une réflexion aujourd'hui sur cela. On parle de désincubation aussi. Alors pareil, les gens disent, ouais, d'accord, c'est contre les incubateurs. Non, c'est qu'en fait, on n'a pas de savoir-faire. Imaginez que vous mettez dans un incubateur. Vous ne mettez plus du tout une banque d'investissement, des gens qui vont venir financer finalement votre innovation, des ingénieurs, etc. Vous allez mettre des géologues, des climatologues, d'autres personnes et qui vont dire, mais en fait non, désolé, ça ne passera pas, ce n'est pas compatible. Alors c'était un peu l'idée de notre désincubation, ce n'est pas compatible avec les limites planétaires, vous ne passez pas. Donc certes, il y avait un effet de provocation, mais nous on s'est posé la question, on s'est dit, mais est-ce que c'est pas intéressant en fait d'élargir le scope au-delà de tous les modèles que l'on connaît, de toutes les trajectoires que l'on connaît associées aux produits, aux organisations, à d'autres enjeux, et c'est ce qui se passe, à mon avis, avec l'Anthropocène. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu, mais voilà. Merci Emmanuel. Moi je dirais juste un mot, et puis après on s'arrêtera là, mais il y a ce que vous dites, économie d'abondance. Il y a un célèbre économiste, Marshall Salins, qui a travaillé sur cette idée que nous étions des économies d'abondance. Il montre très bien que notre logique de valeur, c'est pas l'abondance, c'est la rareté. C'est-à-dire ce qui fait la valeur d'un objet, c'est qu'il est rare. Et donc déjà là-dessus, il y a certainement des choses aussi, des a priori ou des facilités de pensée qu'il faut aussi remettre en question. Et d'ailleurs, peut-être que le discours de sobriété, c'est d'abord un discours qui sert le capitalisme. C'est-à-dire que dans un régime où finalement on organise l'abondance par le renoncement, c'est-à-dire finalement on utilise ce dont on a besoin et pas plus, en fait la logique de rareté elle ne fonctionne plus. Alors que si on prive le système d'un certain nombre d'éléments, de façon, il ne s'agit pas de dire que ça n'a pas de sens de le faire, entendez-moi bien. Mais il y a aussi, mais je trouve que ce que dit Emmanuel sur le monde organisé, en fait le monde organisé, il a vocation à se perpétuer, c'est logique, à se défendre, à continuer de s'organiser pour continuer son activité. Et donc, voilà, il y a peut-être des choses là-dessus aussi à réfléchir.
Et puis, par rapport à vos disciplines, il y a quand même toujours... alors, revenir à Marx, c'est pas pour faire un propos marxiste, mais je le rappelle toujours, le grand livre de Marx, c'est pas le communisme, c'est le capital. Donc c'est d'abord un théoricien du capitalisme. Et ce qu'il nous dit sur la valeur, justement, dans le capitalisme, c'est qu'il y a une différence entre la valeur d'usage et la valeur d'échange des objets. Et pareil, sur cette distinction entre la valeur d'usage qui fait qu'un objet, en fait, enfin, l'utilisation de cet objet est relie en fait son utilisateur à son environnement et aux besoins en fait auxquels répond l'objet. La valeur d'échange, elle est décorrélée de l'objet lui-même. Et ça peut, enfin finalement, ça pourrait être tout, n'importe quoi, peu importe. Et c'est pareil là-dessus, dans l'histoire même de vos disciplines. Je parlais de William Morris tout à l'heure, mais c'est vrai pour Gropius, pour Sottsass, enfin pour tout un tas de designers ou d'architectes d'intérieur. Cette question de usage versus échange, elle est constamment posée en fait. Et elle ne fait que se poser une fois de plus à votre génération, je pense. Bon, j'aurais tout un tas d'autres choses à raconter, mais je vois qu'Anna Le Corneau est dans la salle, et je suis très heureux d'ailleurs qu'elle y soit. Je remercie encore une fois Emmanuel. Je vous invite... Alors, à faire vos translations entre le 4e, le 5e, selon que vous préférez. Enfin, je ne sais pas si c'est une question de préférence, mais disons, selon que vos intérêts se portent vers la marqueterie, l'ébénisterie, l'architecture, ou vers des pratiques low-tech de design et d'installation. Et donc, vous irez au 4e voir Laurine Schott, ou resterez ici avec Anna Le Corneau. Merci beaucoup.